Bonjour, bienvenue sur le Zoom d'Ecom France. Ecom France, dont la présidente est Émilie Girard, a lancé en ce printemps 2024 un nouveau cycle de rencontres, les 52 minutes d'Ecom France. Notre volonté est de mettre un coup de projecteur sur des projets répondant à des problématiques culturelles actuelles. Donc, le 29 mars dernier, notre premier invité était Xavier Caillot de la Fondation Wikimedia France. Cette séance est visible sur la chaîne YouTube d'ICOM France, les 52 minutes d'ICOM France, des musées en leur temps. Alors aujourd'hui, 29 avril, nous accueillons Romain Pigenel, directeur du développement des publics et de la communication d'Universcience, qui, vous le savez, regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et aussi le Palais de la découverte. Romain Pigenel, donc vous êtes philosophe des sciences, normalien. Vous avez entre autres mission cofondé un cabinet de conseil en innovation future et au sein des musées, vous avez exercé à l'Institut du monde arabe et rejoint Universcience en 2021. C'est depuis 2021 précisément qu'Universcience propose chaque année le Printemps de l'Esprit critique du 21 mars au 3 avril pour cette année. Romain Pigenel, vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir cet événement majeur d'ampleur nationale qui intéresse tous les réseaux professionnels des cultures scientifiques, techniques et industrielles et aussi, et c'est l'ambition de cette séance aujourd'hui, des musées d'histoire, de beaux-arts, d'arts plastiques, de société, etc. Tous les nombreux membres d'ICOM France et bien au-delà vont être très intéressés par vos propos. Merci beaucoup, Romain. Votre temps de parole est environ 20 minutes. Et ensuite, je vous invite à poser vos questions tout en vous présentant au préalable. Merci, Romain. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Et puis merci à ICOM pour cette invitation qui est effectivement en plein dans le cœur du sujet puisque nous sommes au milieu du printemps d'esprit critique. Alors, si vous le voulez bien, effectivement, je vais faire un petit propos liminaire qui consistera d'une part peut-être à redire en deux mots ce que nous entendons par esprit critique. Comme on se l'était dit lors de la préparation de cette séance, c'est un concept qui est polysémique. D'ailleurs, cette discussion est déjà intéressante en soi. Vous dire après pourquoi finalement nous nous sommes engagés Universcience dans la problématique de l'esprit critique, ce qui n'allait pas forcément automatiquement de soi, y compris pour un musée de sciences. Après, je vous présenterai évidemment rapidement, de manière synthétique, qu'est-ce que le printemps d'esprit critique. Et puis, je finirai par quelques aperçus, mais vraiment quelques aperçus, car l'étude est extrêmement riche et dense, de notre baromètre de l'esprit critique édition 2024, et en se concentrant particulièrement sur la partie esprit critique, parce qu'on ne parle pas que d'esprit critique, mais je vais vous en dire deux mots, et puis sur quelques éléments qui, je crois, peuvent intéresser à la fois les musées en général, et puis aussi la partie du monde muséal qui a plus trait, je dirais, aux sciences humaines, Mm. avec des chiffres intéressants pour cela. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'esprit critique et pourquoi une version s'en saisit? Alors, je vous avais ici sous les yeux une définition qui me vaudrait des coups de bâton si elle était vue par les spécialistes de l'esprit critique, puisque plus sérieusement, c'est un univers qui a ses professionnels au confluent, je dirais, notamment de la philosophie, des sciences cognitives, de la philosophie des sciences. Donc, il y a des discussions et des définitions qui pourraient en être beaucoup plus savantes, mais nous avons l'habitude, en tout cas opérationnellement à Universcience, de le présenter de cette manière-là. C'est pour nous la capacité à trier et à qualifier l'information pour être en mesure de construire aussi librement que possible un jugement fondé. Donc chaque mot est important là-dedans. Le rapport à l'information, puisque évidemment, enfin nous, la manière dont on le conçoit, cet esprit critique, c'est la compétence que doit avoir tout citoyen. Alors, c'est à la fois une compétence, une attitude, une aptitude dans un univers qui est marqué de plus en plus par une information qui est surabondante et dérégulée. C'est le lot commun aujourd'hui de toute personne, hein, à la fois, je dirais, aussi bien derrière sa télévision, surtout que derrière l'écran de son ordinateur ou de son téléphone portable. Nous sommes bombardés d'informations. Les digues, les hiérarchies qui présidaient encore à l'information il y a 20 ans ont sauté. Aujourd'hui, moi, j'aime toujours prendre cet exemple. Le paradigme de l'information il y a 20 ans, c'était la une du monde, avec une hiérarchie entre l'information politique, économique, le divertissement, etc. Et aujourd'hui, le nouveau paradigme, c'est
il est incarné, si j'ose dire, par ce qu'on appelle la timeline dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on se connecte à un réseau social ou à Google, on a des informations qui ont une hiérarchie, mais qui n'est plus une hiérarchie qui est liée à leur importance, qui est une hiérarchie qui est algorithmique, qui va être déterminée par exemple parce que l'algorithme sait de nous, parce qu'il sait être des informations qu'il sait nous plaire. Donc on a vraiment radicalement changé. Et aussi, comme vous le savez, il n'y a plus de monopole de l'information pour des journalistes ou des institutions. Et dans l'univers numérique qui est aujourd'hui le nôtre, tout le monde a la parole, alors en bien comme en mal, mais aussi en bien. Mais évidemment, il y a une problématique pour trouver une information qui soit fondée, d'où l'importance de définir cet esprit critique comme étant la capacité à faire le tri dans l'information et à quelle fin pouvoir se construire une opinion fondée et être librement et le faire librement. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la notion de liberté, puisque l'idée, nous, on tient beaucoup à ça, n'est pas à dire, on va vous dire comment penser, on va vous dire ce qu'est la vérité, mais on va vous aider à vous libérer à la fois, je dirais, des informations de qualité moins bonne, mais aussi vous libérer, on y reviendra, des biais cognitifs, autant que je puisse être possible, du prêt-à-penser pour arriver à penser librement. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient. Encore une fois, nous ne sommes pas détenteurs d'un savoir scientifique qu'on irait verser de force dans la tête des gens. On veut aider notamment nos visiteurs à, si ce n'est mieux penser, en tout cas à pouvoir penser de Oui, manière un peu plus libre. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, pourquoi maintenant nous sommes-nous engagés là-dessus? Alors, il y a une raison historique et puis je dirais deux raisons un peu plus de fond. La raison historique, elle tient effectivement, ça a été un déclencheur à la crise du Covid, où nous avons été témoins, comme je dirais l'ensemble des membres de la communauté scientifique et de la culture scientifique, et même au-delà, de toute la confusion que pouvaient créer les débats en temps réel autour des vaccins, avec des problèmes de différents ordres. Déjà, effectivement, toutes les fausses croyances ou fausses informations qui pouvaient circuler sur le bien fondé ou non des vaccins. Et puis le fait le fait qu'il y ait, je dirais, une controverse scientifique qui se déroule à ciel ouvert, et les controverses scientifiques sont saines, et c'est ainsi que la science progresse, mais qui n'avait été pas comprise ou pas bien comprise par le public, parce que justement, de la science en train de se faire sur, pour être très clair, comment combattre le Covid, avait un peu été jeté en pâture, notamment sur des canaux de communication où il y avait toute une partie de la population qui voilà, ne savait pas ce que c'était que la manière dont se construit la science et qui pouvait avoir l'impression d'un chaos ou d'une inconsistance des scientifiques, là où c'était plutôt un coup de projecteur sur ce qui se passait d'habitude de manière, je dirais, de manière beaucoup moins publique. Donc, une prise de conscience, pas nouvelle, mais encore plus forte de l'établissement que nous sommes, de la nécessité de mieux informer sur la démarche scientifique, la démarche expérimentale, et surtout donc de donner à chacun des armes pour mieux pouvoir, encore une fois, trier l'information. Et puis, il y a, et nous on y tient beaucoup à cela, un lien très fort entre esprit critique et culture scientifique. Parce que l'esprit critique ne se limite pas à la science. J'en dirai un mot plus tard, mais les professionnels, par exemple, de l'éducation aux médias, toutes les personnes, je pense à des institutions comme le Clémy, ou tous les intervenants qui font des ateliers remarquables dans les écoles partout en France pour apprendre à décrypter l'actualité, ça, c'est aussi évidemment, d'un point de vue journalistique, c'est l'esprit critique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un lien particulier entre la science et l'esprit critique? D'une part, parce que la démarche expérimentale scientifique que l'on apprend quand on apprend la science et que nous montrons dans nos espaces, notamment au Palais de la Découverte, où on explique la recherche en train de se faire, mais également aussi à la Cité des sciences et de l'industrie, la méthode expérimentale, c'est une manière justement d'entraîner son esprit critique. Parce que quand on apprend la démarche expérimentale scientifique, on apprend aussi d'une certaine manière à traiter les faits, faire la différence entre un fait et une croyance, savoir jauger la qualité d'une information, etc. Et puis il y a un deuxième lien important entre la science et l'esprit critique, c'est que un individu qui ne serait qu'un pur esprit critique sans aucune base scientifique, ça conduit à quoi? Ça conduit à l'hyper-relativisme, voire à des dérives complotistes, puisque, évidemment, le problème n'est pas de douter de tout le temps, c'est de bien douter. Donc, si on n'a aucun substrat scientifique, si on n'a aucune culture scientifique, si on ne sait pas, par exemple, pour reprendre un sujet complotiste à la mode, pourquoi la Terre est ronde et comment on sait qu'elle est ronde, après tout, on peut douter de ça. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut développer l'esprit critique en même temps que la culture scientifique, et c'est pour ça qu'il y a une mission importante des établissements de culture scientifique sur cette question. Alors, si on peut passer à la slide suivante, désolé, hein, je vous instrumentalise un peu là-dessus. Que fait-on concrètement sur cette thématique? Alors, il y a une programmation sur un temps fort que baromètre esprit critique, printemps l'esprit critique, dans laquelle je vais revenir dans un instant. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que la thématique,
c'est saisi tout au long de l'année, plutôt est saisi tout au long de l'année par nos programmations. D'ailleurs, l'esprit critique est un des 3 piliers de l'actuel projet d'établissement d'Universcience, à côté de la durabilité et de l'innovation. Et donc, on en fait toute l'année. Alors, comme c'est indiqué en haut de la slide, dans l'ensemble de nos médiations, et c'est vrai que donc, nos médiations scientifiques à nous, qui sont donc des formats en gros d'1 heure, durant lequel un médiateur ou une médiatrice scientifique va expliquer un point de science, un phénomène scientifique, technologique à son auditoire, très souvent, il va en même temps expliquer, en fait, non seulement ce que c'est la science, mais comment on sait ce qu'on sait. Et savoir expliquer pourquoi on sait ce que l'on sait et comment on sait que ce que l'on sait est vrai, c'est évidemment une introduction à l'esprit critique. Donc, c'est en infusion, en perfusion dans l'ensemble de nos médiations. C'est aussi une thématique qui est très fortement portée par notre bibliothèque, puisque nous avons la chance d'avoir une grande bibliothèque à la Cité des sciences et de l'industrie, qui propose une très dense, je dirais, programmation d'EMI, donc d'éducation aux médias toute l'année. Comme je vous le disais, l'éducation aux médias, c'est évidemment un des piliers de l'éducation à l'esprit critique, et plus largement, et on le dit trop peu, les bibliothèques jouent un rôle formidable en France. Il y en a sur tous les territoires, y compris dans des territoires où il y a peu d'acteurs culturels, et partout où elles sont, c'est un de nos partenaires privilégiés dans le printemps d'esprit critique, elles font d'éducation aux médias et souvent elles interviennent sur la question de l'esprit critique. Et la nôtre ne déroge pas à cette règle. On a enfin 3 autres, je dirais, vecteurs. On a d'une part le blob.fr, qui est notre plateforme d'information scientifique de vidéos en ligne, que nous avons l'habitude d'appeler un peu notre 3e lieu, le lieu numérique à côté des lieux physiques que sont le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie. Et sur le blob, d'une part, comme je vous le disais, l'esprit critique est en infusion, c'est un peu un fil rouge sur une grande partie des sujets qui sont traités, mais nous développons aussi, notamment depuis 2 ans, des séries de vidéos qui sont vraiment, je dirais, purement sur cette thématique. Vous avez quelques exemples là, et d'ailleurs, si après le PowerPoint est mis à disposition, je crois que les liens sont cliquables, des séries de debunking sur des fausses idées scientifiques, ou d'autres séries où on parle esprit critique et environnement, qui sont, comme vous l'aurez compris, nos 2 piliers. Nous avons, et c'est le 3e vecteur, une structure qui est propre à Universcience, que nous avons cofondée avec d'autres acteurs, qui s'appelle l'École de la médiation, qui fait de la formation professionnelle à la médiation, notamment scientifique, et à ses enjeux. Et elle a tout un courant de formation qui est vraiment sur l'esprit critique en médiation. Et puis enfin, et j'aurais pu commencer par là, évidemment, l'esprit critique est aussi dans nos expositions. Et nous avons une exposition qui est purement sur l'esprit critique, qui s'appelle Esprit critique, détrompez-vous, et qui est exemplaire, car elle a été faite en coproduction avec les collègues de 2 centres de sciences en dehors de Paris, qui sont donc Cap Science à Bordeaux et Quai des Savoirs à Toulouse, et l'itinéraire depuis son ouverture en France, et elle finira par Paris l'année prochaine. Alors, ça, c'est pour, je dirais, la programmation esprit critique, notre action esprit critique tout au long de l'année. Et puis, nous avons, et je crois que c'est ce qui apparaît sur la slide directement suivante, mis en place ce printemps de l'esprit critique. Alors, il y a de cela 2 ans, il y a d'autres présentations, mais qu'on peut passer, voilà, si on veut gagner un peu de temps. Je suis revenu en arrière, désolé. Oui, c'est toujours embêtant avec les vidéos. Donc, voilà. Peut-être la stocker, et normalement, vous pouvez passer à la slide d'après. Non, mais on peut la regarder. Alors, comme vous l'avez vu indiqué, édition spéciale, puisque Printemps d'Esprit Critique, nous l'avons créé en 2022 lors de notre premier baromètre de l'Esprit Critique, mais pendant ces 2 premières éditions, 2022 et 2023, c'était uniquement un temps de programmation qui était interne à Universcience. Donc, c'était 2 semaines de programmation à partir du jour du printemps, donc du 21 mars, aux étincelles du Palais de la Découverte et à la Cité des sciences et de l'industrie. Et cette année, dans le cadre de la montée en puissance de la programmation, nous avons souhaité l'ouvrir à l'ensemble des acteurs qui étaient intéressés pour porter avec nous cette thématique. Donc, nous avons activé, pour commencer à l'automne dernier, 2 des réseaux dont nous sommes les plus proches. D'abord, via l'AMSTIC, on remercie le réseau des centres de sciences et des musées de sciences qui ont répondu massivement présents. Je crois qu'on peut le dire, la quasi-totalité des représentants, des grands représentants de ce secteur ont répondu à l'appel et se sont joints à nous. Et puis l'autre courant très important qui est les bibliothèques, et qu'on remercie aussi car elles font vraiment, comme je vous l'ai dit, un gros travail, et elles ont répondu elles aussi très fortement à l'appel. Et puis ce qui nous a marqué, c'est que, alors même que pour cette première édition, je dirais ouverte, nous avions,
j'irai diffuser l'information proactivement que dans ces deux réseaux, nous avons de manière spontanée d'autres types d'acteurs qui sont venus toquer à la porte en disant, écoutez, on a eu vent de cette initiative, on voudrait la rejoindre. Et si vous regardez la liste qui est disponible, notamment sur le site printemps-de-l'esprit-critique.fr, vous verrez qu'il y a des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, des grandes écoles, des ONG, par exemple la Fresque du Climat qui nous a rejoints, on était très contents, des écoles de journalisme comme le SJ Lille. Donc voilà, un vrai passage à l'échelle, je dirais, puisqu'il y a plus d'une cinquantaine d'institutions qui nous ont rejoints, sans qu'on ouvre, je dirais, Urbi et Torbi. Et c'est vrai que maintenant, notre objectif pour l'édition 2025, on y reviendra, ce serait d'ouvrir encore plus largement. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant 2 semaines sur tout le territoire? Et vraiment tout le territoire, hein, métropole, outre-mer. On a même eu des touches avec les bibliothèques publiques de Barcelone qui ont décidé de se joindre à nous pour une programmation locale. Donc, on voit que le sujet intéresse au-delà du sol français. Eh bien, il y a des médiations, des conférences, des ateliers sur tout le champ de la thématique sur lequel je ne reviendrai pas. Donc, ça va d'éducation aux médias à la formation scientifique et spiritique, avec un focus cette année qui était l'intelligence artificielle. Et pourquoi ce focus sur l'intelligence artificielle? Parce que nous avons, pour cette édition du baromètre de l'esprit critique, choisi ce focus-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le baromètre de l'esprit critique? C'est le deuxième outil que nous avons lancé en 2022 en réponse au constat que j'ai fait tout à l'heure. En fait, on s'était dit qu'il nous manquait un outil pour justement pour arriver à comprendre notre objet d'étude et d'action et, pour être tout à fait précis, l'appropriation de l'esprit critique par la population française. Euh, dans une extension qui correspondait à la compréhension qu'on en a, c'est-à-dire non seulement voir quelle est la pratique de l'esprit critique chez nos concitoyens, mais également quel est leur rapport à la science, quel est leur rapport aux médias. Donc ça, c'est les 3 piliers du baromètre chaque année. Un petit baromètre dit que la majorité des questions reviennent. Donc rapport à la science, rapport à l'esprit critique et rapport aux médias. Et puis, on a pris l'habitude, dès la première édition, d'ajouter un 4e volet de questions, qui est un volet de questions qui change chaque année et qui est sur une thématique de société et de sciences propre à l'année en question. Donc, pour la première édition en 2022, c'était l'information médicale sur les vaccins. On était encore en ère post-Covid. En 2023, nous avons décidé de le faire sur la durabilité, l'environnement et le climato-scepticisme. Et puis en 2024, sur l'IA, et notamment l'IA générative, puisque c'est évidemment un sujet qui a explosé, qui a changé de nature depuis, je dirais, l'arrivée de ChatGPT, des technologies qui ont suivi, il y a de cela maintenant un peu plus d'1 an. Alors, c'est une étude que nous faisons opérer par un institut de sondage bien connu qui est Opinionway. Nous avons la confiance, notamment depuis l'an dernier, de 3 partenaires médias qui sont l'Express, La Croix et France Info et qui nous suivent vraiment très fortement, puisque notamment pour l'Express, hein, c'est vraiment un sujet qui les porte éditorialement et auquel ils croient beaucoup. Et on a tout un volet de questions. Alors rassurez-vous, je ne vais pas les passer en revue une par une, car nous en aurions pour plus d'1 heure, mais qui nous permettent de, je dirais, avoir une image très claire de la population dans son rapport à la science, aux médias et donc à l'esprit critique. Alors, pour finir, je vais vous faire un petit focus sur la partie vraiment purement esprit critique du baromètre, même si vous l'avez compris, les autres parties qui parlent de science et de médias, pour nous, elles nous permettent aussi d'avoir une compréhension globale de comment aujourd'hui nos concitoyens s'informent, quel rapport ils ont à la culture scientifique, et tout ça est également constitutif de l'esprit critique. Alors, il ressort un certain nombre de choses, certaines peuvent être étonnantes, d'autres moins, mais comme vous le verrez, il y a quand même des surprises, et des surprises qui, c'est ce qui nous importe nous, offrent des perspectives d'action, puisque nous avons fait ce baromètre pour avoir une compréhension, mais aussi pour agir, puisque nous avons là-dessus une perspective, je dirais non pas de chercheurs, même si nous travaillons avec des chercheurs, mais une perspective d'acteurs de terrain. Alors la première question, en tout cas une des premières questions qu'on pose aux répondants, c'est est-ce que vous vous définissiez principalement comme ayant, est-ce que vous dites que l'esprit critique est une partie de votre personnalité? Et ça, on a un score qui est, alors sur notre petit recul, hein, depuis 3 éditions, qui est stable. On a chaque année 3/4 des répondants qui disent avoir l'esprit critique. C'était une petite surprise la première année quand on aurait pensé, hein, c'est du déclaratif, qu'il y aurait un score plus élevé. Peut-être parce que les gens auraient pensé que ça faisait bien de le dire, mais on voit que là-dessus déjà, il y a une proportion qui est évidemment majoritaire, mais qui n'est pas de 100%. Alors, on rentre plus dans le détail, et c'est ce qui apparaît sur les diapositives suivantes, et notamment on demande, et là ça va probablement être plus intéressant pour vous, aux sondés de définir ce que c'est que l'esprit critique, puisque comme on l'a dit, c'est une notion qui est polysémique et qui peut être prise dans des sens parfois même différents, voire contradictoires. Alors là encore, il y a des choses qui sont plutôt, on va dire, évidentes et d'autres qui sont des surprises. Au stade des évidences, vous voyez que, petite explication dans l'histogramme, pourquoi il y a une petite barre et une grande barre.
parce qu'en fait, on pouvait répondre plusieurs réponses possibles. Et donc, la grande barre, c'est le cumul de tous les répondants qui ont parlé, par exemple, de faire preuve de raisonnement logique et rationnel, ce qui est le premier item, même s'ils ont également mentionné d'autres items. Alors, donc, le tiercé de tête, pour le définir, c'est le raisonnement logique et rationnel, s'informer avant de prendre position, être capable d'échanger avec des personnes aux opinions divergentes. On a un tiercé de tête, même si vous voyez qu'on est loin d'être à 100%, hein, donc on voit se refléter la polysémie. Et nous, ce qui nous a étonné, et là encore, on est sur du structurel, chaque année ça revient, c'est quand on regarde le bas de classement. Et dans le bas de classement, on a chaque année remettre en cause la parole de l'autorité. On pensait que ça serait un item qui serait très très fort, et en fait, il est parmi les plus faibles. Et l'autre item qui nous interroge, et particulièrement nous, je dirais par rapport à ce que nous montrons dans l'exposition, c'est se méfier de ses intuitions. Il ne ressort qu'en queue de peloton, si j'ose dire, à 14%. Or, se méfier de ses intuitions, c'est être en capacité justement d'avoir conscience des biais cognitifs et de lutter contre les biais cognitifs. Et on voit, et ça chaque année, que ça ressort quasiment pas. Donc, quand on demande aux sondés, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas, mais ils ne pensent pas que se méfier de ce qu'on pense intuitivement, c'est une preuve d'esprit critique. Donc voilà, en tout cas, une piste d'action que nous lions, nous, à la nécessaire formation au biais cognitif. Si on peut passer à la diapo suivante, un autre chiffre, alors d'autres chiffres qui sont intéressants, là encore, on demande aux répondants de se positionner sur un certain nombre d'items. Ce qu'il faut regarder ici pour la réponse oui, c'est le cumul des barres bleu foncé et turquoise. Donc on voit qu'on a une grande partie des répondants qui disent voilà, je compare beaucoup de points de vue différents de me faire ma propre opinion, je suis prêt à changer d'opinion sur la base de raisons convaincantes. Donc, en tout cas, du point de vue du déclaratif, plutôt des Françaises, des Français qui voilà, disent adhérer en tout cas à des valeurs qui sont celles de l'esprit critique. Et puis un chiffre intéressant tout en bas, parce qu'on va voir qu'il n'est pas le même pour les jeunes, parce qu'on a, et on a évidemment les données socio-démo. Je préfère échanger avec des personnes qui partagent mes opinions. C'est 46% pour l'ensemble du panel, c'est quand même à peu près 1 sur 2, mais vous verrez que c'est un score qui est beaucoup plus élevé chez les jeunes. Alors, je ne sais plus si c'est justement sur la slide d'après, mais en tout cas, on peut y passer. Alors, ce n'est pas tout de suite sur cette diapo. Là, une autre question que nous avons posée, effectivement, c'est où est-ce que vous aimez débattre? Et ce qui ressort vraiment, c'est très fortement l'endroit où on discute de questions de société, de politique, de science, c'est entre amis, au cours d'un repas de famille. Donc, ce n'est pas une légende urbaine ou une image d'Épinal, hein. Le fameux repas de famille du dimanche est effectivement validé par nos répondants comme étant un lieu majeur, si ce n'est de la constitution de leur opinion, en tout cas un lieu majeur de débat. Et puis, au cours de discussions au travail. En revanche, par exemple, sur les réseaux sociaux, la réponse est beaucoup plus basse, elle est à 22%, et ça reboucle avec d'autres choses qu'on voit ailleurs dans l'étude, et je n'aurai pas le temps de vous montrer. Il y a, mais ça ne vous étonnera pas, un rapport très différencié aux réseaux sociaux selon les différentes parties de la population, et là, on voit un effet très fort selon que vous ayez plus ou moins de 24 ans sur l'ensemble de notre panel. En tout cas, grosse importance du cercle familial pour les discussions, du cercle amical et aussi un peu en deçà de la discussion avec ses collègues au travail. Alors, si on peut passer à la diapo suivante, voilà le chiffre sur lequel je faisais un peu de teasing. On voit que, et là c'est une vraie différence, il y a nettement plus de jeunes qui disent, alors jeunes dans notre appréciation à nous, c'est moins de 24 ans, qui disent préférer échanger avec des personnes qui pensent comme eux. C'est-à-dire que sur l'ensemble de notre panel, 46%, vous vous souvenez, mais si on demande aux moins de 24 ans, on passe à 64%. Et pourquoi c'est important? Parce que ce que montrent les autres parties de notre étude, et ça ne vous étonnera sans doute pas, c'est que évidemment, les moins de 24 ans s'informent beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les messageries type WhatsApp ou Telegram que leurs aînés. Donc on voit bien qu'il y a des risques, ce n'est pas forcément le cas, mais qu'il y a des risques effectivement de constitution de bulles d'opinion avec une tendance plus marquée chez les moins de 24 ans à s'informer sur des réseaux, sur des canaux, je dirais, communautaires et à plutôt aller vers ceux qui pensent comme eux. Donc des chiffres qu'on peut mettre en résonance évidemment avec différentes questions d'actualité. Si on peut passer à la diapo suivante. Autre résultat que j'ai sélectionné pour ce midi, car je me suis dit qu'il vous intéresserait, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui représentent des institutions qui ont trait aux sciences humaines ou aux beaux-arts, on pose chaque année la question, finalement, dans votre cursus, qu'est-ce qui vous a le plus permis de développer l'esprit critique? Et alors, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, ce qui ressort très clairement, c'est que nos répondants considèrent beaucoup plus que les matières littéraires qu'on peut lier aux sciences humaines et sociales, que sont le français et la littérature, et un peu derrière la philosophie,
et ils ont aidé à développer leur esprit critique que les mathématiques. Donc, hein, si j'extrais les chiffres dans le diagramme qui est un peu compliqué, 22% des répondants disent c'est les maths qui m'ont permis, quand j'étais durant mes études, de former mon esprit critique, et on passe à 41% pour les Français et la littérature. Alors, la semaine dernière, jeudi, quand nous avons présenté les résultats avec notre comité scientifique, il y avait une discussion intéressante avec les membres de notre CS. Alors, notre comité scientifique pour ce baromètre, c'est Michel Leviorca, qu'on ne présente pas, Bagna Tomasini, qui est l'ancienne directrice de l'INED et qui est aujourd'hui à la direction des statistiques à l'éducation nationale. On a également Michel Dubois du CNRS, qui est le grand spécialiste au CNRS des questions justement relatives aux Français et à la science. Elena Pasquinelli, qui est la directrice scientifique de La Main à la Pâte et qui est une philosophe cognitiviste, notamment liée à l'Institut Jean Nicot, proche de l'École normale supérieure. Et puis on a enfin Emiliano Grossman, vous avez ça dans les documents, qui est professeur à Sciences Po et qui s'intéresse aussi au rapport des Français et à la science. Et les membres de notre CS, justement, avaient regardé ces chiffres en se disant c'est assez inquiétant finalement, parce que ça semble montrer qu'il y a une forme de déconnexion dans l'esprit des répondants entre esprit critique et science. Et puis ça interpelle aussi sur l'éducation. C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'enseignement de la science n'est pas trop dogmatique et est-ce que ça ne montre pas que c'est uniquement en lettres, finalement, qu'on pourrait débattre et forger son esprit critique pendant la formation. Si on peut passer à la diapositive suivante. C'est un chiffre sur lequel on pourra revenir éventuellement plus tard, je n'insiste pas, c'est l'importance pour les moins de 24 ans du panel de la famille, et aussi, c'est intéressant, des auteurs et des personnalités pour forger leur esprit critique, et du cercle amical, hein, qu'on retrouve qui est toujours très fort ressort fortement dans notre baromètre quand on pose des questions. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc c'est l'avant-dernière diapo. Ce qu'on a fait, entre autres, d'intéressant dans notre baromètre, c'est, au-delà des chiffres, on a fait des profilages. Donc, on a fait deux profilages qu'on avait commencé à faire l'an dernier, un profilage sur le rapport à la science et un profilage sur le rapport à l'esprit critique. Et ça permet de faire apparaître des populations, et donc pour nous aussi, des objectifs d'action qui sont quand même assez distincts. Donc, on a un premier profil qu'on a appelé les analystes, qui représentent 43%, donc une assez nette majorité de notre panel, qui ont en commun d'être plutôt plus âgés et plus diplômés que l'ensemble du panel. Ils sont plus consommateurs de médias traditionnels. Ils se définissent plus comme scientifiques, hein, parce qu'il y a des questions dans notre baromètre, on demande, vous considérez-vous plutôt comme scientifique, littéraire, etc. Donc, ils sont plus scientifiques. Et ils sont plus, on va dire, rationalistes. C'est-à-dire que quand on leur demande est-ce que vous êtes prêt à remettre en cause vos croyances, est-ce que vous pouvez être convaincu par un raisonnement, changer d'opinion, ils répondent plus oui. Et ils se déclarent plus à gauche sur l'échiquier politique. Ça, c'est une nouveauté de l'édition 2024 du baromètre. On a posé à tous les répondants une question de positionnement politique. Donc, ils devaient se positionner de 1 à 10 sur une échelle allant de très à gauche à très à droite. Et on a regardé ce que ça donnait. Une des informations, c'est qu'en fait, il y avait, sur la majorité des questions du baromètre, l'affiliation politique avait peu d'impact. Mais il y a quelques questions sur lesquelles, ou quelques items sur lesquels on voit des différences sur l'orientation politique, et notamment dans ces profils de population, elles ressortent. Donc, ces analystes plus âgés, plus diplômés, plus proches de la science et qui se disent plus à gauche. Après, on a une population que nous appelons les confiants, qui sont eux à 30%. Ils sont plus jeunes, plus masculins. Ils se déclarent plus à droite sur l'échiquier politique. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle les confiants? Parce que quand on leur pose la question de confiance envers la science, envers les médias, la capacité à entendre l'avis d'autrui, etc., ils répondent beaucoup plus positivement que les autres. Donc, eux, ils représentent 30%. Et après, on a 27% en cumul de population qui, on va dire, n'est pas, enfin, qui peut plus interpeller des professionnels de la culture, de l'éducation et de la culture scientifique. C'est d'abord ce qu'on a baptisé les éloignés. Donc, c'est une population qui est plus féminine, moins diplômée, souvent issue d'une CSP moins forte que le reste du panel, qui consomme moins d'informations, qui se dit peu intéressée par la science et qui a du mal à se positionner par rapport à l'esprit critique. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas, elle n'est pas contre l'esprit critique, mais elle, sur les questions que nous posons, elle ne semble pas faire preuve d'un grand intérêt pour ces thématiques. Et puis, il y a la population qu'on appelle les défiants, et vous allez comprendre pourquoi. Ils sont, eux, plus jeunes, moins diplômés, ils consultent moins les médias traditionnels et ils résident davantage dans des petites communes ou dans des périphéries, des grandes périphéries. Ça n'apparaît pas sur l'écran, mais c'est aussi le cas pour les éloignés. Donc, si on résume, on voit quoi? On voit deux types de populations, analystes et confiants, qui, vraiment, à la très grande ligne, hein, mais sont plus intéressés par la science, plus consommateurs de médias, faisant plus preuve d'esprit critique, si on peut dire, en tout cas d'esprit rationnel ou rationaliste. Et puis, de l'autre côté, deux catégories de population, certes minoritaires, mais qui ont en commun de présenter, par exemple, l'ancrage géographique. Hein, ils sont en dehors des métropoles, ils sont plutôt dans les ruralités, dans les grandes périphéries,
et ils ont un rapport qui est ou défiant ou distant par rapport à la science, par rapport aussi à l'esprit critique, et puis une consommation de médias qui est radicalement différente des deux autres populations. Donc, évidemment, ça appelle toute une série de considérations sur des priorités d'action, et notamment sur la nécessité d'avoir une action vraiment sur tous les territoires pour permettre l'accès à la culture scientifique, entre autres, et à la culture plus largement. Et puis, je finirai avec la dernière diapositive, je crois que c'est la dernière, qui extrait donc de la partie intelligence artificielle de notre baromètre, puisque, comme je vous l'ai dit, l'édition de cette année, comme toutes les éditions, comportaient un volet qui était un volet uniquement propre à l'année en cours, donc c'était des questions que nous ne poserons pas a priori l'an prochain, et on voulait tester la compréhension des Françaises et des Français sur l'IA en général et l'IA générative. Et là, je vous ai mis uniquement une slide qui me semblait faire une bonne conclusion, et c'est la slide qui vient tout de suite après. C'est la question de confiance par rapport à l'expertise. Donc, c'est une question que nous posons chaque année, mais sur la thématique de l'année. Donc, on demande en 2022 sur l'information médicale, en 2023 sur la crise climatique, et donc cette année sur l'IA, à qui faites-vous confiance? En l'occurrence, on demandait à qui faites-vous confiance pour évaluer pour les risques et les bénéfices de cette nouvelle technologie. Et on a à peu près le même ordre de réponse qui revient chaque année, quelle que soit la thématique, donc c'est quand même assez intéressant. On a en haut du classement et assez nettement tout ce qui est propre à la culture scientifique. Donc, vous avez les scientifiques et les chercheurs qui remontent à 68% de confiance, les musées et centres de culture scientifique, donc les musées, à 59%, les journalistes scientifiques à 56%. Et puis derrière, les scientifiques spécialistes du numérique, 54%, mais c'est intéressant de voir qu'il y a plus de confiance envers les scientifiques généralistes ou en général que les scientifiques spécialistes de l'IA. Et puis après, quand vous allez tout en bas du classement, et je dirais c'est l'autre point intéressant, vous avez les représentants politiques qui sont à 22%, et chaque année, ils sont extrêmement bas, et au même niveau que les représentants religieux, voire que les influenceurs. Et puis les entreprises, avec notamment, et c'est quand même un chiffre qui fait mal et qui doit faire réfléchir, il y a une plus forte confiance des répondants envers les GAFA pour leur dire ce qui est bien et ce qui est mal dans l'intelligence artificielle qu'envers les représentants politiques et les élus. Et ça, et pour finir et pour conclure, ce qui est intéressant et triste pour les items en question, c'est que c'est vraiment la même structure de réponse qui revient chaque année, pour l'instant en tout cas, quelle que soit la question scientifique qu'on leur pose. Écoutez, voilà, je crois que j'ai tenu à peu près dans le point parti, j'ai même beaucoup débordé, mais voilà ce que je souhaitais vous partager en guise de propos liminaires. Merci Romain Pigenel. Et donc j'invite les différents participants à réagir en vous présentant au préalable. Quelles sont les questions dans le chat? Je vois un bravo. J'aurais une question par rapport au sondage mettant en valeur les sciences humaines, le français, la littérature, la philosophie, les arts plastiques et musique. Et finalement, est-ce que ce sondage révélerait en creux que l'esprit critique est bien compatible avec les émotions? Est-ce que c'est un sujet, le sujet des émotions, est-ce que c'est un sujet euh, qui vous interpelle, que vous avez discuté dans votre comité scientifique? Alors, oui, vous voulez que je réagisse tout de suite ou... Oh, si vous voulez, et Oui. je vois des mains qui se lèvent aussi. Oui, Donc, d'où ma question, mais peut-être le temps que vous preniez le tour de parole. Écoutez, c'est pas un sujet qu'on a abordé, je dirais, en direct. En tout cas, sur la question de fond, enfin voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il faut pas, il n'y a pas d'opposition à faire entre l'émotionnel et le rationnel, et notamment, les sciences d'éducation, les sciences cognitives ont montré depuis maintenant plus de 20 ans que dans le processus d'apprentissage, le côté émotionnel jouait un rôle fondamental. exactement. Voilà. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse limiter justement littérature ou autre au côté émotionnel, mais c'est vrai que nous, ce qui a plutôt ressorti sur ce chiffre-là, c'est se dire que, comme je le disais rapidement, ça dénote sans doute quelque chose de la différence dont sont enseignées ces matières à l'école. Et Mm. c'est vrai, quand on y réfléchit, c'est peut-être probablement plus en littérature ou en philo, même si la philo est nettement derrière dans les réponses que la littérature, via l'étude de texte, Oui, typiquement, qu'on pratique l'esprit critique au sens peut-être où l'entendent les répondants. voilà. Et le théâtre, etc. Oui. Myria?
Voilà. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours très intéressant de voir que les musées sont effectivement un top dans les institutions auxquelles les personnes croient et qui pensent qu'on développe aussi des contenus et des informations vérifiées et justes. Et en fait, je revenais un peu juste un peu sur le travail de base dans nos métiers, donc sur la question de collection et comment effectivement nous développons notre esprit critique et comment aussi les collections et le travail qu'on fait sur les collections participent à ces questions d'esprit critique. Et à titre d'exemple, en fait, je voulais prendre une collection qu'on reçoit, qu'on est en train de recevoir un don, donation constituée par François Flaliuc, un collectionneur belge, Il faut sur me dire de les... quelle institution que tu viens de Ah me oui, dire, pardon, oui, bah Confluence. oui, Ouais. musée des Confluences, voilà. Voilà. Oui, oui, désolé. Donc, le musée de Confluence reçoit en donation la collection de François Flaliuc sur l'ensemble exceptionnel de vêtements, de parures et des objets du quotidien, etc., d'un groupe de Lakota qui était venu à Bruxelles en 1935 dans le cadre des festivités de cinquantenaire de la Belgique. Et en fait, c'est une collection qui est constituée d'une 150aine d'objets et qui est absolument extraordinaire puisque effectivement elle était restée cohérente ensemble depuis 1935 et découverte par cette collectionnaire dans des malles en 2004. Et alors, effectivement, ce qui constitue aussi tout notre travail dans le musée, c'est bien sûr la question de l'inventaire, qui est la base nécessaire pour la connaissance, et puis à s'informer sur ces collections. Donc, comment acquérir une connaissance plus en plus approfondie sur ces objets. Donc, pour cette collection en particulièrement, effectivement, le collectionneur déjà lui-même, il a constitué une documentation absolument incroyable, des coupures de presse, des photos, etc., de ces costumes portés par donc, les Lakota à Bruxelles en 1935, et ainsi que plein d'autres témoignages qui sont en lien et qui permettent de voir effectivement ces costumes sur place, mais aussi confronter en fait toutes ces informations avec nos autres collègues des musées, avec des scientifiques, et pour obtenir une information actualisée et comparer aussi des informations plus anciennes. Mais aussi dans ce type de collection, en fait, ce qui est aujourd'hui absolument indispensable, c'est d'être en contact avec les autochtones et les populations d'origine et recueillir aussi les différents points de vue. Donc là, dans ce cas précis, cette collection des Lakota, effectivement, le collectionneur, il a réussi à remonter le fil des personnes qui étaient venues à Bruxelles et trouver des descendants de ces personnes qui sont présents sur les photos et de les contacter et aussi recueillir leur histoire, leur connaissance sur la venue de leurs parents ou leurs frères et sœurs à Bruxelles en 1935 et aussi comprendre comment ils perçoivent cette collection aujourd'hui comme étant restés des objets sur place et n'ayant pas rejoint les États-Unis avec le reste de la famille. Donc ça, c'est des points extrêmement importants et qui nous permet de, du coup, constituer tous ces éléments pour avoir bien sûr notre propre opinion sur la collection et aussi la diffuser ensuite pour le public le plus large, qui aussi, eux, après, nous nourrissent bien sûr de leur réflexion, de leur connaissance et qui permet donc de continuer ce travail qui, qui est en même temps sans fin parce il y a toujours des nouveaux éléments. Donc, c'est un peu ça le travail que nous faisons aussi dans les musées sur les collections qui permet de participer à cette question de construction de l'esprit critique. Merci Myriam Lokia. Romain Pigenel, vous souhaitez répondre, réagir? Une réaction, peut-être pour repréciser quelque chose que j'ai dit au tout début, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quand je disais voilà, le fait que nous pensons qu'il y a un lien fort entre la culture scientifique et l'esprit critique, on entend culture scientifique au sens très large. Alors, Mm. évidemment, dans notre cas, c'est la culture scientifique au sens, on va dire, des sciences plutôt dures, même si, comme institution, nous ouvrons de plus en plus, nous intégrons de manière croissante les sciences humaines, mais il va sans dire que ça vaut aussi pour tout type de connaissances. Et le risque, il n'est pas
juste avoir un esprit critique sans connaissance des maths ou de la physique, mais c'est évidemment aussi sans connaissance de la littérature, sans connaissance de la philosophie. Et c'est notamment quelqu'un qui est très intéressant, qui travaille sur ce sujet, qui s'appelle Mathias Girel, qui est un philosophe à l'École normale supérieure et qui est un des philosophes qui pense ce sujet, et qui dit toujours, le risque, c'est la déconnexion de l'esprit critique et de la connaissance scientifique, quel que soit le domaine, car après, on peut créer en quelque sorte, alors c'est pas ces mots, hein, je radapte, mais des idiots super critiques qui finissent par tout remettre en question tout le temps. Et c'est ça le risque d'avoir en fait une approche déséquilibrée. Mais bien sûr que sinon, l'esprit critique, il peut se développer avec une approche purement liée, que sais-je moi, aux arts de l'Orient ou à la littérature. Voilà. Mais en tout cas, une science, il se trouve que nous enseignons et nous montrons plutôt les sciences dites dures, si pas que ces sciences dures-là, et c'est vraiment le lien entre les deux qui nous semble fondamental. Monsieur Laurent Chikwano, Oui, je le lis mal. oui, bonjour. Bonjour. Merci de me donner la parole. Je voulais intervenir, merci Romain Pinel pour la présentation de ce baromètre et en particulier sur la thématique de l'intelligence artificielle parce que donc, le Quai des Savoirs à Toulouse est un centre de culture contemporaine où on s'intéresse autant aux sciences que à la création contemporaine et on présente actuellement une exposition sur l'intelligence artificielle qui est coproduite avec Univers Sciences et qui sera présentée à Paris l'année prochaine. Et en fait, je voulais partager avec vous un retour à la fois du monde enseignant et du public par rapport à cette thématique de l'intelligence artificielle qui, comme Romain l'a dit, interpelle vraiment beaucoup actuellement, en tant à la fois dans nos pratiques professionnelles hein, pour tout le monde, mais aussi dans notre vie quotidienne. Et en fait, ce retour, c'est le suivant, c'est qu'il y a un énorme besoin d'esprit critique, en Ouais. l'occurrence, pour l'intelligence artificielle manifestée de la part des enseignants, tout niveau confondu, et je dirais toutes disciplines confondues, hein, y compris les sciences pour l'ingénieur, les sciences de la nature, les sciences physiques, mais aussi histoire géo, sciences éco, etc. Et qu'aujourd'hui, manifestement, on ne peut plus partager la culture scientifique sans passer par la case éducation aux médias et sans passer par la case je dirais, éducation aux nouveaux médias, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'information algorithmique à travers les réseaux sociaux, à travers les systèmes de recommandation, etc. Et c'est une sorte de mise en abîme, puisque en fait, ces systèmes-là sont aussi opérés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, là, en traitant ce sujet, on met vraiment le doigt sur les problématiques actuelles, très contemporaines, sur à la fois comment s'informer, j'allais dire justement ou correctement, comment peut-on s'informer correctement, comment peut-on apprendre et comment peut-on apprendre sur un sujet qui, on a l'impression qu'il change tous les jours quasiment, puisqu'on a des effets d'annonce en permanence, puisque en l'occurrence, sur les nouvelles technologies, comme très souvent, la communication des entreprises et des GAFAM, et je suis intéressé par le résultat, Romain, que vous présentiez sur le degré de confiance hein, dans les discours des GAFAM, qui sont souvent des discours de la promesse et qui sont souvent des discours un petit peu prométhéens et qui quand même visent toujours à mieux vendre et mieux faire accepter et utiliser leur technologie. Et donc, ça, c'est une des grandes questions que nous remonte l'éducation nationale, c'est comment manifester de l'esprit critique face aux déclarations de OpenAI, Meta, Google, toutes les sociétés qui promeuvent l'intelligence artificielle et en la promouvant, qui en font aussi la vulgarisation parce qu'ils expliquent comment ça marche, ils expliquent, alors plus ou moins, j'allais dire, de manière approfondie, mais ils expliquent les enjeux en les fléchant toujours vers des usages pour rendre ces usages agréables, sympathiques et acceptables. Et donc, on est nous confrontés dans les musées scientifiques notamment sur cette problématique quand on traite des sujets d'actualité. Je veux dire, quand on est vraiment confronté entre d'un côté les discours des entreprises et qui sont souvent des discours de marketing et on oublie ça un petit peu trop souvent que c'est du marketing. Ça consiste d'abord à faire vendre et à faire accepter, même si c'est gratuit, hein, à faire accepter les produits. Donc moi, ça m'inquiète quand je vois que les gens font une bonne confiance, enfin un niveau de confiance quand même pas nul dans ces discours-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut ne pas les croire, mais en tout cas, faire preuve d'esprit critique. Et puis, d'un autre côté, sur une technologie qui semble avancer tellement vite que même les chercheurs dans les labos nous disent parfois, bah, nous-mêmes, on est un peu dépassés sur certains résultats. On travaille à l'explicabilité, par exemple, de l'intelligence artificielle pour mieux prendre la main dessus.
Et donc, aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment qu'on a vraiment cette nécessité d'articuler l'éducation aux médias et l'esprit critique avec la culture scientifique. Si je peux réagir à ce que disait Ouais. Laurent Chiffano, il y a un papier très intéressant en écho à ce que vous dites qui est sorti dans TechCrunch, qui est donc un des médias américains de référence sur les nouvelles technologies il y a de ça quelques jours, et qui était titré Pourquoi il est impossible justement de couvrir d'un point de vue journalistique les IA. Et il explique exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que même d'un point de vue journaliste spécialisé, et Dieu sait que si c'est vraiment des médias comme TechCrunch qui sont sur place dans la Silicon Valley qui ont accès, ils disent c'est impossible de suivre parce qu'il y a l'effet de boîte noire que vous dites, et puis tout change trop vite. Donc là, c'est vrai qu'il y a un choc d'esprit critique, c'est-à-dire qu'on est en plein dans une espèce de nuage de marketing, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit aussi nous souvent, y compris certains, par exemple, sur un sujet comme celui des deepfakes, qui consiste à mettre en garde sur la production de vidéos, d'un certain point de fausses vidéos par les technologies d'IA, d'un certain point de vue, les discours catastrophistes, ils sont aussi parfois, je dirais, dangereux, puisqu'ils contribuent aussi à nourrir le discours marketing sur ces IA super puissantes, et elles ne le sont pas. On voit bien la limite, c'est-à-dire comment arriver justement à informer, à mettre en avant les dangers, etc., sans nourrir une espèce de roue infernale qui est la roue, effectivement, du buzz et du marketing de ces géants, qui en ressortent comme étant tout puissants. Et c'est vrai que je crois de mémoire, on pose la question, faites-vous confiance aux entreprises chaque année, et c'est cette année que le score de réponse a été le plus haut en mettant en avant les GAFA. Donc, quand on interrogeait sur le changement climatique, faites-vous confiance aux entreprises, je crois qu'on était à 13-14% de réponse, comme les religieux et politiques, puisque tout ça est, en tout cas par nos répondants, mis au même niveau. Et là, cette année, on voit un pic qui traduit, je pense, complètement ce que dit Laurent Chiquano, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés auprès d'une partie de la population à répondre à une sorte d'idée de toute puissance. Et on voit bien aussi la force de ces structures, y compris dans le monde muséal, etc., les problèmes qu'elles posent. Donc, je crois que c'est la première année où on avait un acteur du privé qui remontait si haut dans le score de confiance, de mémoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Laure une question. Ménétrier, voilà, Oui, tu te oui. présentes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Laure Ménétrier, secrétaire d'ICOM France et directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. J'avais une question à vous poser, Romain. Donc tout d'abord, merci pour cette présentation et merci pour ces enquêtes qui sont menées tous les ans par Univers Science, c'est évidemment fondamental. Je voulais savoir si vous aviez connaissance de ce même type de démarche dans d'autres établissements muséaux de culture scientifique dans d'autres pays, notamment dans d'autres pays européens. Je pense aussi à l'Amérique du Nord, voilà, ou dans d'autres pays. Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes amenés à travailler ensemble, à comparer vos résultats, justement, pour voir si d'un pays à l'autre, quelle est l'appréhension, justement, enfin, comment cet esprit critique s'exprime? Merci. Alors, merci pour votre question, puisque j'aurais plein de choses à y répondre. Déjà, alors, est-ce qu'il y a d'autres études de ce type sur des parties de notre étude? Oui, toute évidence, par exemple, la partie rapport aux médias sur laquelle je n'ai pas épilogué, parce que vous avez en France, par exemple, TNS Sofres qui fait chaque année avec la Croix un baromètre des médias que vous connaissez peut-être. Bon. Et de ce point de vue-là, notre étude n'est pas originale sur cette partie. Vous avez des études sur le rapport des Françaises et des Français à la science, et je citais Michel Dubois qui a rejoint notre comité scientifique cette année, qui dirige le GEMAS au CNRS, qui conduit ce baromètre dont j'ai plus en tête la régularité, mais qui porte là-dessus. En revanche, ce que je crois est assez unique de notre point de vue et aussi de nos scientifiques, c'est d'avoir une étude qui traite tous ces sujets d'un même tenant. Et les questions esprit critique me semblent, moi, pour ce que j'en sais, assez originales. Là encore, dans le domaine américain, je connais un peu, il y a des études qui peuvent reprendre des parties du périmètre de ce qu'on fait, mais on n'a pas identifié, nous, de baromètre qui traiterait tout de la manière dont nous faisons. Et par exemple, sur la partie science, grâce à l'apport de Michel Dubois, on a renforcé les questions cette année et on pose des questions que ne pose pas l'enquête dont il s'occupe. Donc, je pense qu'on a un produit qui est relativement inédit. Et bon, comme vous le savez peut-être, Univers Science dirige actuellement le réseau européen des centres de sciences, qui est Excite. Et pour autant que je sache, quand notre président en parle à Excite, on n'a pas identifié d'autres initiatives comparables. En revanche, l'an dernier, pour l'édition 2023, on s'était dit qu'on allait commencer à
internationaliser le baromètre en posant les mêmes questions à d'autres populations. Et nous avions testé pour l'édition 2023 la population britannique. Donc, on avait payé à nos frais, en attendant peut-être dans un temps ultérieur d'avoir un partenaire britannique type Musée de Sciences qui aurait pu y participer, la passation des mêmes questions avec la même taille de corpus sur les citoyens britanniques. Et quelle a été la surprise? C'était qu'à quelques pourcentages près et à 2 ou 3 questions près, les réponses étaient exactement les mêmes sur le panel français et le panel britannique. Que ce soit pour le rapport à l'esprit critique, les médias, la science, c'était pareil. Il y avait de mémoire 2 différences un peu nettes. C'était sur le recours à l'information digitale, qui était beaucoup plus prononcé en Grande-Bretagne, mais ça, c'est des choses qu'on voit dans d'autres études internationales. Et puis, il y avait, je crois, sur des items de confiance à la science, il y avait peut-être une plus grande confiance sur certaines questions. Mais là aussi, on sait que en général, dans des études internationales, les Français sont plutôt les champions du pessimisme, ou en tout cas de l'esprit critique, hein, parce qu'après tout, on peut le prendre aussi positivement par rapport aux sciences et à la technologie. Mais la vraie surprise, au début, quand on avait reçu le résultat, on s'était demandé s'il n'y avait pas une erreur, c'est qu'on avait une espèce de décalque sur 90% des questions entre les deux populations. Donc, comme c'était quand même onéreux, on s'est dit cette année qu'on n'allait pas renouveler l'expérience. Peut-être le fera-t-on à l'avenir, mais c'était quand même étonnant de voir que sur 2 populations qui, alors, certes, ne sont pas très éloignées, mais qui pourraient être issues de cultures quand même qui sont pas la même, il y avait une très très grande proximité. Alors, est-ce que ça dénotait un substrat européen ou plus large? Bon, voilà, à voir. Mais pour vous dire qu'on s'est posé la question d'internationalisation, cette année, on ne l'a pas refait un peu échaudé par cette expérience, mais il est possible qu'à l'avenir, on se repose la question en allant chercher des partenaires dans d'autres pays européens, peut-être sur moins de questions, pour voir si ça se vérifie, si en fait il y a une espèce d'unité européenne sur le sujet, ou si au contraire c'est un peu le hasard et qu'on voit apparaître des divergences. Merci. Merci. Et donc, il est 13h26. Nous nous réjouissons de découvrir cette exposition qui est donc actuellement à la Cité des Télécoms de Plumeur-Baudou jusqu'en janvier. Ah ben non, elle est fermée. Elle a fermé l'exposition. Et donc, elle Alors, sera... l'exposition sur l'esprit critique a été présentée à Plumeur-Baudou. Voilà. Elle est itinérante. Elle avait Oui. aussi été présentée au Quai des Savoirs à Toulouse et également Et à à Bordeaux. Bordeaux. Voilà. Elle pourra être présentée dans d'autres lieux Oui. prochainement. Et il y a une exposition dont Laurent Chicoineau a parlé, qui est sur l'intelligence artificielle, en tout cas, qui peut être découverte jusqu'à la fin de l'année D'accord. à Toulouse. Parfait. Donc, donc merci beaucoup Romain Pigenel. Je remercie aussi Sophie Bichler, donc, qui est directrice des relations extérieures et internationales, territoriales et institutionnelles donc, à Universion. Je remercie bien sûr Bruno Maca. Notre prochaine séance sera précisément modérée par Laure Ménétrier, que nous avons vu là, secrétaire donc membre élu d'ICOM France. Nous inviterons donc jeudi 25 avril à 12h30 Clémence Ronet qui parlera des outils pour le bilan carbone. Donc Clémence Ronet est spécialiste en RSO donc à Paris Musée. Donc je vous invite tous et toutes à cette séance du jeudi 25 avril prochain à 12h30. Est-ce qu'on a droit à un mot de la fin très court? Voilà, un mot de la fin avec plaisir. Et pour vous redire, mais je pense que vous l'aurez compris dans nos messages, qu'avec Sophie, on voulait vous faire passer le message que le printemps d'esprit critique, c'est pour tout le monde. On a commencé, comme on l'a dit, par les réseaux qui étaient les plus proches, je dirais, professionnellement nous, mais rien ne nous rendrait plus heureux que de voir pour l'édition 2025 des musées et institutions de l'ensemble des champs disciplinaires et scientifiques se joindre à nous. Donc voilà, on vous passe l'invitation bien chaleureusement. Ça vous laisse un an pour vous y préparer. Et on est à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations sur quoi faire et comment pour faire partie de la programmation l'an prochain. Parfait. Merci encore à Anne-Claude Maurice, donc déléguée générale ICOM, et avec Alexia Maquinet. Et peut-être que vous avez aussi un mot de la fin au Quai des Savoirs, ou Sophie. Moi, j'étais contente, évidemment, qu'on puisse partager cet élément. On a déjà eu une très belle soirée de débat déontologie organisée par ICOM France sur l'intelligence artificielle et les musées. Ouais. Ça complète en fait un vrai sujet qui nous Justement, occupe. la publication est en ligne et puis elle aussi est disponible imprimée.
Oui, oui, on est tous aujourd'hui, dans quel que soit nos champs Oui, d'intervention sur ces questions d'intelligence artificielle. Et puis aussi la définition des musées qui fait la part belle à l'interprétation des collections et puis au partage des connaissances. C'est aussi le lien avec l'esprit critique. Et donc, c'était chouette de pouvoir partager avec vous que les musées sont un lieu de construction et d'entretien de l'esprit critique. Je crois qu'il y a Hélène Lafont-Couturier, je vois qui lève la main. Ah, Alors, qui lève j'arrête la de main, donc c'est parler. Je elle vous souhaite qui... une bonne journée. Bonjour Hélène, donc directrice du musée des Confluences. Hélène, tu souhaites parler, il faut ton micro. Voilà. Non, je voulais juste très rapidement, effectivement, remercier. J'ai pris en cours parce que j'arrivais d'un train qui avait un peu de retard. Donc, voilà, Meria a parlé de la question des collections. Je voulais simplement rebondir sur. On a eu un observatoire des publics au musée où on a des enquêtes annuelles et enfin mensuelles de nos publics. Et on se rend compte qu'ils parlent de confiance inébranlable. Et le mot est fort. Et effectivement, je crois qu'on doit veiller à ne pas les décevoir. Je remarque que selon nos thématiques d'exposition, le moindre doute, on voit le public réagir tout de suite. Et moi, je veux bien prendre l'engagement de réfléchir pour participer l'année prochaine en tant que musée avec des collections à cette semaine que vous organisez. Très bien. Merci. Donc Romain Pigenel, vous êtes informé. On en prend bonne note, avec grand plaisir. Je compte sur vous pour me relancer, hein. Vous pouvez. Merci beaucoup et excellent week-end hein, de Pâques. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et rendez-vous donc, vous l'avez bien noté, hein, jeudi 25 avril, 12h30 pour des outils pour le bilan carbone avec Clémence Renet et puis Laure Ménétrier. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci Valérie, merci à tous. Merci.